Bonjour à tous et bienvenue chez moi, enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêt à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble, sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Laura BLT au micro du podcast de Madame Fauché. Alors, pour les personnes qui ne la connaissent pas encore, elle est entrepreneure depuis maintenant 7 ans et on la reconnaît tous grâce à sa spécialisation dans le modèle du membership. Mais Laura est bien plus que ça encore. De ses débuts dans l'entrepreneuriat en tant que freelance, à la vente de produits cosmétiques, puis aujourd'hui au domaine de l'infopreneuriat, elle est surtout une entrepreneure libre qui a su créer une entreprise au service de sa vie. Dans cet épisode, elle nous dévoile comment elle a quitté son CDI avec un crédit immobilier sur le dos et créé sa première entreprise. On a parlé de sa vision de l'argent et de comment elle a changé au fil des années, de pourquoi il est super important de connaître ses chiffres autant dans la vie perso que pro, et aussi de comment elle a planifié et réussi à doubler son chiffre d'affaires en 2020. J'ai donc le plaisir de vous partager cet échange aujourd'hui et d'autant plus que nous sommes arrivés au 50e épisode du podcast, ce qui le rend d'autant plus particulier. Alors j'espère que cet épisode vous plaira. C'est parti. Bonjour Laura. Bonjour Laura. C'est drôle, première fois qu'il y a 2 Laura sur le podcast. Ça va être très pratique. Ouais, j'avoue, je suis bien d'accord. Écoute, déjà, merci d'être présente sur le podcast. C'est un honneur de te faire venir sur le podcast de Madame Fauché. Et puis, aujourd'hui, en fait, j'avais vraiment envie de te faire faire intervenir parce que je pense que ton expérience, elle est super intéressante. Et moi, la thématique du coût de l'argent, c'est quelque chose que je trouve qu'on aborde peu dans l'entrepreneuriat, même si ça commence à ressortir un petit peu. Et justement, je voulais avoir un petit peu ton expérience par rapport à ça. Donc déjà, je te propose de te présenter. Voilà, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ok, déjà moi à mon tour je souhaite aussi te remercier pour l'invitation. C'est toujours très sympa d'échanger autour de l'entrepreneuriat et c'est vrai, tu as raison, le sujet de l'argent, de la gestion financière, de l'abondance financière, etc. C'est quelque chose qui est peu abordé en France, ça reste encore finalement un peu un tabou. Quand on entend parler de réussite financière, on connaît pas les backstage de toutes ces réussites qui nous inspirent au quotidien et je trouve que c'est dommage. Donc déjà bravo à toi pour le podcast que tu es en train de développer parce que je trouve que c'est une super initiative pour tous les entrepreneurs français qui souhaitent entendre parler d'argent sans tabou. Donc après pour me présenter, moi je m'appelle Laura, Laura BLT sur les réseaux sociaux. Je suis très présente sur Instagram, sur YouTube. Je suis entrepreneur depuis 7 ans et demi. J'ai quitté mon CDI en septembre 2013, donc tu vois, ça remonte, mais je me souviens encore très très bien de ce moment et justement, on va en parler parce que ça a un lien avec l'argent. J'ai été freelance, ensuite j'ai développé une start-up de produits cosmétiques avec une associée pendant 4 ans et ensuite j'ai commencé à aider les entrepreneurs en termes de communication digitale, de stratégie marketing, etc. Et j'ai créé ma première formation en ligne en 2019, puis mon membership en 2019. Donc aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs à développer des revenus récurrents grâce à un produit digital, notamment le membership, mais pas que. Voilà dans les grandes lignes qui je suis. Ok, j'ai hâte du coup qu'on en discute un peu plus en détail. Mais avant ça, si tu le veux bien, on peut retourner un petit peu à ton enfance et à tes premiers souvenirs avec l'argent. Ça, je trouve que c'est toujours bien de voir d'où est-ce qu'on part et qu'est-ce qu'on en a fait justement. Donc toi, si tu dois te remémorer aux premiers souvenirs que tu avais avec l'argent, avec ton entourage, etc., qu'est-ce que ça serait ?
Alors, j'avais pas du tout préparé cette question, mais je la trouve super intéressante. Tu me fais sortir de ma zone de confort là. Ah, alors Très si t'es honnêtement, pas à non, l'aise avec des questions, il n'y a pas de ah souci, non, on non, pas peut, du tout. voilà. Non, non, au contraire. Ouais, Je trouve ça intéressant. ok, Donc, moi, j'ai jamais manqué de rien. Voilà, j'ai été éduquée. ok, J'ai eu la chance d'avoir une famille, un foyer dans lequel on manquait de rien. J'ai jamais eu l'impression que l'argent était quelque chose de difficile à obtenir. Euh, mm, j'ai été accompagnée par mes parents pendant, tu vois, toute ma scolarité, pendant mes études aussi post-bac. Euh, donc c'était même ouais, presque un peu peut-être trop facile pour moi dans ces années-là. Ce qui a créé du coup, au moment où je suis mm, devenue indépendante, un certain syndrome de la peur de manquer, oulala, finalement c'est très difficile mm, de construire sa vie, etc. Mais tu vois, ça arrivait hyper tard parce que moi j'ai commencé à être indépendante vers, enfin vraiment vraiment indépendante vers 23-24 ans. Donc voilà, j'ai pas grandi dans le manque et ça c'est une chance, mais aussi du coup j'ai peut-être manqué un petit peu de préparation. mm. Je te rejoins beaucoup là-dessus. Moi, j'ai eu la chance, enfin, je viens d'une classe moyenne, tu vois, mais j'ai eu la chance d'avoir toujours eu mes parents qui étaient là derrière moi, qui m'ont aidé dans mes études, etc. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi. Donc, s'ils m'entendaient, ils se diraient un petit peu, ça craint, mais le fait de manquer de préparation, tu vois. De se dire, en fait, ça va aller, ça va le faire, quoi. Mais des fois, on se rend compte que pas forcément. Du coup, quand est-ce que ce petit problème-là que tu as trouvé de préparation par rapport à voilà, la gestion de ton argent, quand est-ce que tu t'es dit, ah bah il faut que je commence à essayer de le gérer un petit peu plus, ou quand est-ce que justement le problème t'est arrivé un petit peu dans ta vie? Bah, clairement, c'est après mes études, quand j'ai trouvé mon premier job, où je suis devenue du coup indépendante. Donc, indépendante, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut payer le loyer, il faut payer ses factures, il faut aussi réussir à continuer à se faire plaisir, à mettre de l'argent de côté. Et j'ai trouvé ça hyper compliqué. Enfin, je me souviens que Mm. moi, j'étais un bébé pendant très longtemps. Et donc, ouais, vers 23 ans, c'est le moment où je me suis dit, bah là, il va falloir que je gère les choses parce que sinon je peux très vite me retrouver dans des situations où je vais être à découvert tous les mois et ça va être catastrophique. Puis j'ai aussi ressenti une sorte de, pas de honte, mais tu vois, étant donné que je venais d'une famille qui, pour le coup, bah, gère très bien ses finances, je me suis dit, bah maintenant, il faut Ouais, que tu assures, quoi. ouais. T'avais un petit peu cette pression de faire aussi bien que ton entourage? Oui, voilà, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu pendant pas mal d'années, où je me suis dit, bah là, il va falloir que je fasse aussi bien. Déjà parce que je vais pas mentir, je voulais le même, le même confort de vie. Et Ouais. puis aussi parce que, ouais, il y avait quand même un espèce de sentiment de culpabilité si jamais je ne réussissais pas ça. Mm, Mm. ok. Et est-ce que ça, tu penses que ce sentiment de culpabilité que tu avais peur d'avoir ou que tu as peut-être eu, t'a apporté à des situations où tu t'es, je sais pas, donné des engagements ou que tu t'es mis dans des situations qui au final n'ont pas été forcément pour toi? Est-ce que tu as pris des chemins qui n'étaient pas les tiens en fait à cause de ça? Mm. Bah, franchement, je trouve que c'est une question qui est tellement complexe qu'aujourd'hui, je suis pas sûre d'avoir la réponse à ça, tu vois. Moi, Mm, j'ai pris le chemin classique, c'est-à-dire que je suis devenue salariée. Enfin, j'ai toujours su que j'avais envie d'entreprendre, mais je savais que je commencerais par le salariat, c'était ok pour moi. J'avais besoin de faire mon expérience, j'avais besoin ouais, d'apprendre des choses sur le terrain, etc. Donc j'ai été salariée, donc j'ai emprunté un chemin qui était classique, qui était peut-être pas fait pour moi, mais finalement je regrette pas parce que c'est ce qui m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui. Et j'ai encore beaucoup à apprendre, j'apprends aussi beaucoup dans l'entrepreneuriat, mais voilà, c'est pas quelque chose que je regrette, mais ouais, ceci dit, euh, je sais pas si je l'aurais fait si la question de l'argent n'était pas là. ok, d'accord. Et en fait, tu avais l'idée de devenir entrepreneuse et tu savais déjà que tu allais le faire, mais que tu devais avoir une partie de salariat avant ça, en fait.
c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, je l'envisageais aussi, comme je te disais, pour de toute façon obtenir plus d'expérience, faire mes armes, etc. C'était un truc, mais bon, c'est peut-être quelque chose qu'on m'a ancré aussi dans la tête quand j'étais jeune. Je sais pas trop répondre à cette question. Et c'est pas quelque chose que je regrette non plus. Mais est-ce que c'était vraiment une décision qui Mm. venait à 100% de moi et qui me ressemblait à 100%? Je ne suis pas sûre. Mm. Oui, mais après, si tu dis voilà que c'est quelque chose qui t'a apporté et qui fait que tu sais ce que tu sais aujourd'hui, il y a peut-être Ben pas ouais. forcément de mauvaises expériences ou Mhm. Ouais, tout à fait. que tout nous apporte quelque chose en fait. Même moi, moi je veux dire, j'ai un parcours un petit peu très, très sinueux, mais je regrette pas où est-ce que je suis passée parce que je me dis que ça m'a forcément appris quoi. Bah oui, de toute façon, chacune des expériences qui nous arrivent est là aussi pour construire la personne qu'on devient chaque jour, tu vois, donc Mm, c'est toujours intéressant. Mais ouais, mm. Et du coup, j'aimerais qu'on parle aussi du moment où tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat. ok. Donc, tu étais, en poste dans ton entreprise et tu t'es dit, c'est le moment, ça y est, je vais me lancer. Est-ce que tu avais des peurs financières, au-delà d'autres peurs que j'imagine, voilà, on a tous. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Alors, en fait, j'étais en CDI à ce moment-là. Ok, J'étais en couple et on venait d'acheter une maison. Ça faisait 2 mois qu'on ok. avait acheté la maison, donc on s'était du coup endetté sur 20 ans, je crois, 25 ans, je sais plus. Bref, du coup, c'était pas vraiment considéré comme être le bon moment pour quitter son job et entreprendre. Mais en fait, ce qui s'est passé, et pour le coup, c'était pas du tout pour gagner plus d'argent à cette époque-là, honnêtement, je rêvais de gagner 1500 euros par mois en tant que mon propre patron. Très honnêtement, c'était mon goal absolu. Ok. Voilà, donc c'était pas la recherche de gagner plus, par contre, c'était la recherche de plus de bien-être et plus de liberté. J'étais extrêmement malheureuse en tant que salariée. Et au fil des mois, au fil des années, Ouais. enfin très peu d'années puisque j'étais salariée 1 an, on va dire, un petit peu plus d'1 an si on compte les petits contrats, mais donc c'est passé très vite. J'ai très vite compris que c'était pas fait pour moi et au point où j'allais travailler tous les jours avec la boule au ventre, les larmes aux yeux, l'envie que la journée passe extrêmement vite pour pouvoir rentrer chez moi et faire ce que j'aime. Et en fait, je trouvais ça très triste Mm. parce que la vie est courte, elle passe vite. Donc finalement, enchaîner des journées comme ça où notre seul objectif, notre seule envie, que cette journée se termine, je trouve que c'est grave, Ouais. c'est dramatique, et je le vivais très mal. Je faisais des crises d'angoisse, enfin c'était voilà. Du coup, j'ai pris la décision de quitter mon CDI et j'ai pris la décision de le quitter du jour au lendemain, de ne pas attendre d'obtenir la validation d'une rupture conventionnelle. C'était trop pour Ouais. moi. Voilà. Donc effectivement, la rupture conventionnelle, ça m'aurait permis d'avoir des droits ouverts au chômage pour développer mon entreprise plus sereinement, peut-être. Ceci dit, c'était le prix à payer pour obtenir ça. Pour moi, il était trop gros. C'était encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'attente et de temps finalement gâché. Donc, j'ai démissionné Mm. du jour au lendemain. Et mes peurs, c'était de ne pas réussir à vivre de mon activité, puisqu'on dit toujours que quand tu lances une entreprise, il faut au moins 3 ans pour savoir si celle-ci sera rentable et qu'il faut des mois et Mm. des mois avant de se verser ne serait-ce qu'un petit salaire. Donc c'était un gros challenge pour moi, sachant que je ne vis pas dans une famille d'entrepreneurs et qu'à l'époque, dans mon entourage, il y avait peu d'entrepreneurs. C'est vrai que les gens étaient plutôt inquiets pour moi et m'encourageaient pas forcément Mm. dans cette voie. Mais du coup, je dois dire aussi que donc j'avais peur, très peur, mais que cette peur a nourri aussi, tu vois, mon envie de réussir. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le premier mois, j'ai réussi à me verser un salaire. J'étais en micro-entreprise et je me souviens m'être versé un peu plus de 1 000 euros, mais j'étais trop contente. J'étais trop Ouais. contente et puis petit à petit l'entreprise s'est développée, j'étais freelance. Donc c'était top quoi. C'était la première étape pour moi et c'était top. Ouais, en fait, tu t'es dit, il n'y a plus de négociation, je m'en vais maintenant. Et en fait, c'est un petit peu ça qui t'a boosté à faire rentrer de l'argent en fait tout de suite.
Complètement, exactement. C'est ça qui m'a donné la force. Après, c'est vrai que quand j'en parle 7 ans et demi après, j'ai tendance à enjoliver un peu la chose parce que pour moi, ça reste un super souvenir et c'est ce qui fait que, encore une fois, aujourd'hui, j'aime trop ma vie. Mais ceci dit, 7 ans et demi en arrière, c'était des nuits d'insomnie, c'était des sueurs froides, c'était compliqué. Mais Ouais. franchement, je regrette pas du tout. C'est une belle leçon, ça, je trouve, parce que quand je vois il y a beaucoup de personnes qui doivent attendre de, de quitter leur emploi, ou moi, j'ai passé un an dans une entreprise où j'étais harcelée et on me disait non, mais attends, t'as pas commencé ton année pour pas la finir parce que j'étais en alternance. Et je me dis avec du recul et encore plus en t'entendant que j'aurais dû partir tout de suite, tu vois. Mais des fois, on se sent trop engagé, Mm, on se sent trop en ouais. prison, tu vois. Comme si on devait vraiment toute notre vie à quelqu'un. Ouais, j'ai une petite anecdote là-dessus qui me fait penser à ce que tu dis, c'est que souvent on change les choses quand vraiment la situation actuelle elle est trop douloureuse. Et il y a une Mm. petite histoire autour de ça, je sais pas si tu la connais, c'est l'histoire d'un chien. Donc c'est deux personnes qui discutent et un chien qui est par terre et qui est assis et qui pleure. Et l'une des deux personnes demande à l'autre personne, mais pourquoi ce chien pleure comme ça? Qu'est-ce qu'il a, etc. Et l'autre personne lui dit, ah oui, ça lui arrive tout le temps, il s'assied sur le clou là qui dépasse du trottoir et il s'assied dessus et du coup il a mal. Et l'autre personne lui dit, mais pourquoi il s'assoit dessus? Pourquoi il bouge pas surtout? Enfin, si tu as mal, lève-toi et va promener ailleurs. Et la personne lui dit, bah parce qu'il n'a pas encore assez mal. Et en fait, c'est Ah, exactement ça, c'est ouais. que beaucoup, et c'est humain, et moi aussi ça m'est arrivé, beaucoup se plaignent de leur situation actuelle finalement, mais n'ont pas suffisamment mal pour passer à l'action et pour changer les choses. C'est ce qui m'est arrivé Mm. aussi les mois qui ont précédé ma démission, et c'est ce qui t'est arrivé aussi. Ouais. C'est que, mais quand ça fait suffisamment mal, on trouve la force de changer les choses. Bah, c'est ça, je suis bien d'accord. Moi, je dis toujours que la vie me mène à des endroits où vraiment j'ai plus le choix de faire autre chose. En fait, Ouais, la vie, il faut qu'elle me mette des claques pour que je puisse ouais, prendre des décisions, sinon je les ouais, prends pas. J'essaye d'apprendre de ça, c'est ça. mais c'est pas Ouais, toujours facile. c'est ça, mais après, le but, c'est d'apprendre à reconnaître les moments où finalement on est peut-être passé à l'action un tout petit peu trop tard, pas se Mm. culpabiliser avec ça, ça arrive, c'est ok, on est humain, on fait des erreurs, mais juste apprendre à se connaître, savoir comment on fonctionne et du coup savoir comprendre à quel moment, là, il faut prendre une décision, il faut faire un changement. Mm. Ça t'arrive souvent, ça, de te Ouais. dire, ah, et bah là, il faut que je change, même maintenant où j'imagine, t'es beaucoup plus en accord avec ce que tu recherches, avec le fait d'avoir une vie qui te convient, où t'es heureuse, où t'es libre. Ouais, ça m'arrive encore aujourd'hui, de moins en moins bien sûr, mais ça m'arrive encore aujourd'hui régulièrement de me poser la question finalement là, est-ce que je dois faire preuve de persévérance parce que c'est là où je veux aller ou est-ce que je suis en train de me tromper et finalement je dois prendre une décision pour changer les choses. Mm. Ok, c'est intéressant de se dire que voilà, au quotidien, il faut rester vigilant en fait par rapport à ce qu'on Bien a sûr, vraiment envie de faire. Mm. s'écouter, ouais. Et du coup, quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, euh, il y a des choses, j'imagine, qui ont changé par rapport à ta vision de l'argent. Est-ce que tu Ouais. peux me parler voilà, de ces moments-là où tu t'es dit, ah, avant je faisais ça comme ça, maintenant il faut que je le fasse comme ça et j'en suis beaucoup plus contente. Oui, il y a une chose que je ne faisais pas avant et que je fais maintenant, notamment parce que, comme je te l'ai expliqué, j'ai commencé en micro-entreprise et tu sais, avec le Mm. statut de la micro-entreprise, qui est super d'ailleurs, soit dit en passant, qui a ses limites, mais qui est super pour commencer, c'est que on a besoin d'une comptabilité qui est très légère. Mm. Et c'est vrai que pendant longtemps, j'ai eu cette position de bah, finalement, ce que mon entreprise encaisse m'appartient quasiment. Alors, bien sûr, je paye mes charges sociales et j'ai toujours payé mes charges sociales, mais tu vois, en micro-entreprise, c'est tellement peu que finalement, il y a Mm. une très petite différence entre, surtout quand tu es freelance pour le coup, entre ce que tu encaisses et ce que tu gagnes toi à titre personnel. Et en passant en société, ça m'a aidé à comprendre finalement comment se positionner comme un chef d'entreprise et comment comprendre l'argent et comment structurer l'argent. Et notamment, pendant longtemps, je pensais que gagner 1500, 2000 euros, c'était OK pour moi. C'était, tu vois, c'est un salaire médian, c'était OK. Et petit à petit, finalement, Mm. j'ai compris que
pour servir plus, pour impacter plus, pour avoir plus d'impact dans ma vie aujourd'hui, bah, j'ai besoin de plus. Donc déjà, on va dire que ma norme à moi, elle a bougé. Et puis ma façon de gérer mon argent aussi au quotidien a bougé. Parce que aujourd'hui, il n'y a pas une journée où je regarde pas mon tableau Excel, je gère pas ma trésorerie, je gère pas mes dépenses quotidiennes, je gère absolument tout, je regarde tout, le moindre centime, c'est pas de la radinerie, pas du tout, mais c'est juste que finalement, c'est ça qui fait la différence aussi dans une entreprise et dans le développement de cette entreprise. Ouais, je disais, je traque beaucoup l'argent Tu qui rentre. traques l'argent Ouais. qui rentre? Mhm. Ouais. Ok. Ça, c'est pour te booster ou pour te dire, bah voilà, comment est-ce que je vais pouvoir gérer cet argent? Non, même pas. Ça, c'est vraiment pour prendre conscience. Tu sais, des fois, on a l'impression qu'on fait des petits mois, voilà, c'est pas un très très bon mois. Et puis finalement, quand on regarde de près, on se dit, mais ce nombre de clients-là, ce nombre de transactions-là, cette somme-là Mm. qui est arrivée en 1 heure sur ton compte bancaire, enfin, en fait, juste prendre conscience, réaliser et être reconnaissant aussi pour ce qui se passe. Ok, d'accord, ouais, en fait, ça te permet d'être beaucoup plus consciente de Ouais, ce qui arrive ouais. et te rendre compte et de pas te dire sur un moment de moins 20, un coup de moins bien, j'ai passé un mois nul et ça va pas. Bien sûr, finalement, il n'y a pas de mois, il y a pas de mois nul. Il y a pas de mois nul, il y a juste des moments où on a besoin de prendre conscience des choses et se dire que ben, c'est juste génial de recevoir de l'argent pour ce que tu aimes faire. Donc voilà, ça remet un petit peu les cadrans à l'heure, on va dire. Hmm, je vois, je vois. Et donc, du coup, pour toi, la comptabilité, en plus, c'est important. Je l'ai vu dans ton avant-dernière newsletter où tu Ouais, disais que avant, c'était quelque chose qui te faisait peur, que tu n'aimais pas trop faire et que maintenant, ben, j'adore. c'est très... ouais. Et du coup, comment est-ce que tu as vu opérer ce changement? Comment est-ce que tu t'es dit, ah bah maintenant je vais me mettre dans mes comptes et je vais vraiment apprécier, regarder, gérer, etc. Comment est venu le changement? Bah déjà, je me suis fait accompagner. Parce que comme je te le disais tout à l'heure, la différence entre la micro-entreprise et la société, c'est le besoin d'avoir un comptable. Donc déjà, quand tu es un expert comptable, finalement, t'as des comptes à rendre. Donc pour le Ok. coup, ça m'a un petit peu forcé à faire les choses, je dois bien l'avouer. Et c'est ce qui m'a permis de découvrir aussi que finalement, c'était pas si horrible. Alors bien sûr, trier des factures, c'est pas marrant. Euh, voilà, retrouver chaque transaction avec chaque reçu, etc. C'est pas marrant du tout. Bien sûr que la comptabilité, c'est pas non plus une partie de plaisir. Mais par contre, le fait de traquer ses finances quotidiennement, ça c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir d'analyser, de voir d'où vient l'argent, comment, d'après quelle stratégie, etc. C'est un truc qui me plaît énormément. Et déjà pour la première et simple raison comme je le disais tout à l'heure, c'est une grande satisfaction de se dire que j'aide de plus en plus de clients, que les clients me font confiance, qu'ils prennent au sérieux mon travail. Enfin, la comptabilité, c'est directement relié finalement à quel impact tu as. Donc voilà. Et puis, ouais, comment ça s'est fait? Ben, j'ai eu des comptes à rendre, j'ai dû faire les choses et c'est parce qu'on m'y a obligé quelque part que j'ai découvert que c'était aussi une des clés de développer son entreprise et de générer plus de chiffre d'affaires. Ouais. Et du coup, quand justement tu gères tes finances, euh, comment est-ce que tu choisis de dire là il faut que j'investisse tant, il faut là ça va être mes revenus. Comment est-ce que tu répartis en fait les ressources que tu récoltes finalement au Ouais. quotidien dans ton entreprise? Ouais. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a mon chiffre d'affaires et mon revenu personnel. Déjà, mon revenu personnel, il est toujours le même. J'augmente pas. C'est pas parce qu'il y a un mois où je vais faire un super gros mois que je vais me verser plus d'argent. Ok. Ça, c'est la première chose. Je place toujours 20% de mes revenus. Voilà. Et puis, sinon, à titre professionnel, euh, je diversifie mes sources de revenus. Donc je Ok. peux d'ailleurs en parler. J'ai un membership qui représente quand même bien 70% de mes revenus, hein. J'ai une offre d'accompagnement stratégique. J'ai la chaîne YouTube qui me rapporte très très peu d'argent, mais qui me rapporte un petit peu d'argent.
Qu'est-ce que j'ai également? De l'affiliation. Voilà, et puis de temps en temps des collaborations, des partenariats, des choses comme ça. Donc déjà je diversifie. Ensuite, je fais en sorte de faire grandir chacune de ces parties de revenus, de les faire évoluer presque au même rythme finalement. Même si j'en ai une qui est une source principale, je fais en sorte que chacune grandisse pour jamais me retrouver dans une situation où tous mes œufs sont dans le même panier. Ça, c'est une citation qui me fait un peu rire, mais Je vois. c'est tellement vrai. Et c'est qu'à un moment donné, certes, le digital, c'est génial, certes, l'entrepreneuriat, c'est génial, mais j'oublie pas aussi qu'une crise économique peut aussi venir du jour au lendemain tout changer, ou que moi aussi, je peux me retrouver juste malade, ou enfin voilà. Donc, je fais en sorte que chacune de ces sources évolue, on va dire, au même rythme. D'accord, ok. C'est super intéressant de voir comment tu vas venir gérer ça, que ça soit les ressources personnelles que les ressources professionnelles. Parce que c'est vrai que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, bon, bah, au départ, on est en micro-entreprise, Ouais. mais déjà, tout est un petit peu en même temps, au même endroit. Et on se dit, bon, bah, comment est-ce que je vais faire ça? Parce que moi, c'est vrai que le côté gestion argent personnel, c'est un petit peu mon dada. Donc, je sais vraiment m'organiser. Mais après, il y a la composante entreprise. Donc, choisir comment est-ce qu'on investit, comment est-ce que l'on délègue. Donc, c'est super intéressant. Alors par rapport à ça, je peux même aller un petit peu plus loin. Moi, je fais quelque chose là depuis peu et je trouve que ça m'aide énormément, et c'est quelque chose que tu peux faire aussi en micro-entreprise, puisque quand tu es entrepreneur, tu payes des charges sociales. Quand tu as une société, tu payes la TVA, tu payes les impôts sur les sociétés. Il y a pas mal de charges qui viennent s'accumuler les unes les autres. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'attends pas qu'on me réclame de l'argent. Je fais en sorte de calculer chaque mois combien rentre dans ma société pour investissement, combien rentre dans ma société pour moi, Laura BLT, combien rentre dans ma société pour mes collaborateurs, et combien rentre pour l'État. Et il s'avère Ok. qu'il y a une belle petite somme pour l'État, donc je mets cet argent sur un compte qui est dédié, qui est aussi un compte professionnel, sur lequel je sais que je pourrais venir piocher cet argent afin de payer mes charges. Donc ça, c'est important aussi de ne pas se laisser surprendre, d'anticiper les choses, et notamment pour préparer un passage de la micro-entreprise à une entreprise individuelle ou une société. C'est important parce que c'est pas parce que vous commencez par la micro-entreprise, moi je l'ai fait et j'ai fait cette erreur-là, qu'il faut ne pas se considérer comme un chef d'entreprise. Faut commencer à prendre les bonnes habitudes le plus tôt possible, donc créer des compartiments ou plusieurs comptes pour différents budgets afin d'avoir une meilleure visibilité sur finalement ce qu'on gagne réellement. Mm. Mm. Ok. J'ai pris en note et je vais l'appliquer. C'est un super conseil. Ok. Alors, au niveau de justement ta gestion, donc là, on a parlé un petit peu de ta gestion financière au sein de ton entreprise. Moi, il y a quelque chose qui est aussi très important pour moi, c'est la gestion entre le temps et l'argent. Je sais que du coup, tu as décidé de te lancer à faire des offres de membership parce que ça te permettait d'avoir une meilleure gestion et d'avoir une entreprise qui te ressemble plus. Est-ce que toi, cette offre de membership, ça te permet de te libérer du temps? Comment est-ce que ça te permet de t'organiser différemment par rapport à ce que tu faisais avant? Mm. Bah, surtout que, comme je le disais, moi j'ai commencé en tant que freelance. Donc clairement, freelance, si j'ai adoré cette période, c'est tu échanges ton temps contre de l'argent. Moi j'étais payée à l'heure. Donc voilà, si j'étais pas présente au travail, j'étais pas Ouais. payée. Là aujourd'hui c'est complètement différent puisque c'est une offre de groupe. C'est ce que permet le membership, mais comme d'autres modèles le permettent aussi, c'est de pouvoir servir un nombre de clients presque illimité. Je vais même retirer Mm. le presque, puisque c'est une façon de Ouais. servir un nombre de clients illimité, sans démultiplier son temps de travail. Donc aujourd'hui, de façon effective et régulière, moi finalement, j'ai une masterclass hebdomadaire sur le membership. C'est une masterclass que j'anime pour mes membres. Euh, donc je dois être présente une fois par semaine et j'y tiens et ça me fait plaisir, et je le fais parce que ça me fait plaisir. Je pourrais prendre la décision de le déléguer ou quoi, mais
j'ai pas envie de le faire. Cependant, à part ce rendez-vous hebdomadaire qui va durer entre 1 heure et 1 h 30, je n'ai pas de temps de présence. Donc je vais créer du contenu, mais je le fais à mon rythme, quand j'en ai envie. J'ai pas de nouveau rendez-vous de contenu mensuel, je le fais vraiment quand je ressens le besoin d'apporter quelque chose de plus à mes clients. Et en fait, ce modèle du membership, il me permet aussi de ne plus être concentré sur la quantité, mais sur la qualité. Donc je sens que j'ai Mm. quelque chose à apporter à mes membres, je crée du nouveau contenu. Je sens qu'aujourd'hui, je n'ai rien à apporter en plus. Ils ont déjà énormément de choses à l'intérieur du membership pour le consommer, pour passer à l'action, pour obtenir des résultats. Donc, oui, clairement, aujourd'hui, j'ai pas du tout l'impression d'échanger mon temps contre de l'argent. Si j'ai envie de Mm. prendre une journée, 2 journées, une semaine pour aller, pour voyager, j'espère qu'on pourra bientôt, ou prendre un peu le soleil, bah, c'est tout à fait possible. Mm. Mm. Ok. Et est-ce que c'est le fait aussi de pouvoir travailler un petit peu d'où tu veux? Bon, ça se fait aussi dans toutes Ouais, les entreprises sur Internet, mais ouais. est-ce que ça, c'était quelque chose qui était important pour toi? Oui, oui, bah oui, oui, ça c'était hyper important pour moi. Dès lors où j'ai voulu créer ma première entreprise après le freelancing, c'était quelque chose qui était important pour moi justement parce que je voulais plus de liberté et que j'ai envie et besoin de gérer mon emploi du temps comme je le souhaite, ouais. Mm. Ok. Oui, c'est un petit peu ce que je pense, c'est un petit peu une raison pour lesquelles on se lance sur Internet, c'est de pouvoir être un Ouais, petit peu c'est plus vrai. libre et bon, même si voilà, après on se rend compte qu'il y a quand même du travail derrière, quoi. Mais Ouais. c'est de pouvoir être libre de son temps, de l'organiser comme on veut. Et ça, c'est un petit peu le paradoxe entre avoir un travail. On a un travail, on va au travail tous les jours, on a un salaire entre guillemets qui est assuré, mais on n'est pas forcément libre de notre temps. Et le contraire, enfin c'est un petit peu l'image que j'ai, c'est que on n'est pas forcément assuré entre guillemets de son salaire, même si voilà, on voit qu'il y a des solutions qui existent pour le faire, mais qu'en attendant, on est libre de notre temps. Ouais, tout à fait. En fait, on pense souvent que l'entrepreneuriat, c'est plus de richesse et moins de travail. Pas du tout. C'est presque plus de travail et peut-être, oui, effectivement, plus de richesse parce qu'il n'y a aucune limite hein, au chiffre d'affaires qu'on fait. Donc, euh, ça pourrait être le cas. Mais ceci dit, c'est la possibilité de choisir son travail et de choisir le moment où on fait son travail. C'est juste ça, parce que finalement, la dose de travail, elle est bien plus supérieure, parce que bah, aujourd'hui, quand tu es solopreneur en plus, bah, tu es Mm. secrétaire, comptable, créateur de contenu, voilà, tu peux être formateur, tu peux être euh, négociateur, commercial, enfin bref. Donc c'est beaucoup beaucoup de boulot, faut pas le cacher, ouais. Ouais, on fait un petit peu tout quand on est entrepreneur, quoi. Oui, c'est ça, On a toutes les casquettes. c'est ça. Dans la dernière, alors c'était peut-être l'avant-dernière newsletter que tu nous as envoyée aux membres du membership du coup, donc le membership que j'ai rejoint il y a de ça quelques semaines. Tu dis que tu as augmenté ton chiffre d'affaires en 2020 de 117%. Et Mm, moi, c'est vrai que je parle souvent de big move en argent, des grosses décisions que l'on prend qui font en sorte que l'on gagne plus d'argent. Tu sais, des grosses décisions en fait et qui font que tu améliores considérablement ton organisation, etc. Toi, c'est quoi ces grosses décisions que tu as prises qui ont fait que justement tu as pu augmenter ce chiffre d'affaires-là en un an comme ça? mhm. Alors, il y en a plusieurs. J'en avais parlé d'ailleurs dans une masterclass il n'y a pas longtemps, je me souviens. La première décision que j'ai prise, c'est de déléguer plus. Je déléguais déjà en 2019, mais très peu. Et c'est quelque chose qui fait peur de déléguer parce que déjà c'est une sortie d'argent supplémentaire, parce que on se demande si on va réussir à payer le prestataire tous les mois, etc. Parce que aussi c'est du management, c'est de la gestion, voilà. Donc, mais j'ai pris cette décision de plus déléguer pour pouvoir me concentrer sur les choses que je maîtrise le mieux et celles qui me permettent évidemment de faire grandir mon entreprise. Donc ça a été une décision quand même hyper importante. Ensuite, d'investir un peu plus sur moi. J'avais vraiment Ok. besoin d'aller plus loin que d'acheter quelques petites formations à droite à gauche, de me faire accompagner par des personnes qui sont passées par là où je passe actuellement, qui ont vécu les mêmes difficultés, qui ont trouvé des solutions et qui ont aujourd'hui la vie qui m'inspire, hein, clairement. Mm. Donc me faire accompagner. J'ai investi plusieurs milliers d'euros dans un accompagnement individuel en 2020.
D'accord. Ensuite, ça a été de spécifier mon offre, vraiment de gagner en spécificité. Pendant quasi toute l'année 2020, finalement, mon offre a été concentrée autour de la création, de la vente et du développement d'une offre de membership, donc une offre à abonnement en ligne. Et c'est vrai que le fait de me nicher, comme on dit, hein, d'être un petit peu plus spécifique dans ce que dans ce que je propose, ça m'a permis de gagner énormément. Enfin, je suis pas devenue une star internationale, hein, j'exagère un peu, mais de gagner en notoriété en tout cas. Dans notre petit monde de l'infopreneuriat, voilà, c'est vrai que je l'ai pas fait exprès d'ailleurs, mais ça a changé pas mal de choses. Donc en fait, c'était un petit peu un succès que tu voulais, mais qui n'était pas autant prévu. Non, qui n'était pas prévu et qui m'est tombé dessus clairement et qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Après, un succès, tu sais, moi je trouve que le mot succès, il est tellement subjectif. Euh, Mm. voilà, ça a été en tout cas, je pense, une grosse étape du développement de mon entreprise, ça c'est sûr. Mm. C'est quoi pour toi, du coup, le succès? Alors pour moi, à titre personnel, je précise, pour moi le succès c'est d'être 100% aligné avec ce que je dis, ce que je pense et ce que je fais, ce que je ressens aussi. Ce qui n'a pas toujours été le cas en 2020 par exemple, hein, clairement. C'est très difficile d'arriver à ce niveau de succès pour le coup, hein. En tout cas, c'est ce vers quoi je tends. Ok. Oui, je comprends. J'imagine, voilà, c'est compliqué. C'est de se dire que on est la personne que l'on veut être à chaque fois, Ouais, qu'on est en accord avec tout ce qu'on fait, qu'on est en accord avec tout ce que l'on met en place en fait au quotidien. C'est un challenge, complètement, complètement, mais c'est une belle liberté. j'imagine, ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu te sens libre dans ton entreprise? Oui, enfin, je me sens libre surtout dans ma vie. Ouais. Mais oui, dans mon entreprise, je me sens libre également, ouais. Mm. Et est-ce que ces objectifs-là, du coup, que tu as atteints, c'était des objectifs que tu t'étais fixés? Comment est-ce que tu as anticipé ça? Du coup, tu dis que tu t'attendais pas à autant de succès sur ta niche. Mais est-ce que voilà, c'était des objectifs que tu avais décidé, tu t'étais dit, bon, bah là, je veux vraiment augmenter ça de temps, etc. Oui, oui, j'avais prévu de doubler mon chiffre d'affaires, donc du coup, j'ai un tout petit peu plus que doublé. Et je l'avais préparé, donc moi, je fais des espèces de vision board améliorées. En fait, je note tous mes objectifs, que ce soit dans ma vie pro, dans ma vie perso, et je crée des catégories de vie qui me permettent de vraiment avoir un maximum de visibilité sur ce qui est important pour moi, et ça me permet de prendre des décisions justement qui sont alignées. Typiquement, si on me propose un contrat, je sais pas moi, de commercial pour une super marque, etc., bah, c'est vrai que ça peut être alléchant sur le papier. Et finalement, quand je regarde mon vision board, je me dis, bon, bah, c'est pas du tout là où j'ai prévu d'aller. Et c'est pas ce qui est important pour moi. Donc, je refuse. Si au contraire, on vient me faire une proposition de collaboration autour justement des memberships et que ça va permettre à des personnes de comprendre en quoi consiste ce modèle et comment il peut aider à générer des revenus récurrents, bah pourquoi pas, puisque c'est ma ligne éditoriale de l'année, tu vois. Donc ça m'aide à prendre des décisions et à avoir un maximum de visibilité. Je crois Mm. aussi beaucoup dans la visualisation de ces objectifs. Je crois énormément. Moi, j'ai besoin de voir, de voir le matin, le midi, le soir, ce que j'ai envie de créer en fait. Et je pense que ça marche très bien. Moi, je te rejoins là-dessus parce que c'est vrai que le vision board aussi, ça m'aide beaucoup. J'en ai trois sur chaque sujet différent et en fait, tous les matins, je me lève, je les vois et je me dis, ah ouais, c'est pour ça que je me lève le matin, c'est pour ça que je fais ça et je trouve que c'est hyper puissant en fait. Alors, si tu veux bien, on va parler un petit peu de ton avis personnel sur par exemple, des erreurs que d'autres personnes peuvent faire par rapport à l'argent que ça soit leur business ou même dans leur vie personnelle. Pour toi, quand on se lance, qu'est-ce qu'on peut faire qui peut nous desservir un petit peu? Bah, je vais un petit peu me répéter, mais pour moi, c'est vraiment la principale erreur, c'est de faire l'autruche. Faire Ok. l'autruche, ça n'a jamais rien résolu et ça n'attire surtout pas l'argent, la réussite, ni le bonheur, ni rien du tout. Donc, juste que quel que soit le niveau qu'on a, qu'on soit entrepreneur ou pas, faire en sorte de connaître et de maîtriser ses chiffres,
c'est super important. C'est vraiment ce qui fait la différence. Donc comme je disais tout à l'heure, traquer déjà ce qui rentre au quotidien, que ce soit même quand on n'est pas entrepreneur, je sais pas moi, une personne de votre famille vous donne de l'argent pour votre anniversaire ou une personne je sais pas moi, vous donne 10 euros parce que vous avez été gentil, ou peu importe, l'argent qui rentre en fait dans votre portefeuille, dans votre compte en banque, traquez-le et soyez reconnaissant pour le moindre centime. Ça, c'est vraiment super important. Et puis, d'autant plus si vous êtes entrepreneur, créez des tableaux Excel, faites en sorte de traquer chaque centime qui rentre dans votre boîte, essayez de comprendre combien vous reversez à l'État et combien il vous reste à la fin du mois pour investir dans une nouvelle formation, ou pour vous verser un salaire, ou pour engager une assistante ou un assistant. Donc voilà, traquer, je pense que c'est le truc le plus important. Donc l'erreur commune, c'est de faire l'autruche, de ne pas vouloir faire ses comptes parce qu'on a peur finalement d'avoir mal géré. Mm. Oui, je comprends totalement. Moi, je me reconnais beaucoup dans, bon, pas dans l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose de Ouais. nouveau pour moi, mais niveau personnel avant, voilà, moi, c'était l'autruche tout le mois, hein. Premier jour du mois, j'ai regardé mon compte parce que ça allait bien. Puis après on se dit, bon, bah, on verra plus tard. Ouais. Donc, et c'est assez drôle quand on se rend compte du nombre de personnes qui ne savent pas forcément combien est-ce qui rentre dans le mois et surtout combien est-ce qui sort, tu vois. Enfin, que ce soit perso ou je sais pas. Bien sûr, et des fois on pense, on a l'impression, on se dit bon, je dois avoir à peu près 1000 euros de dépenses, un truc comme ça, puis finalement tu calcules et c'est, je sais pas moi, 1491 euros et 50 centimes, bah c'est 491 euros et 50 centimes. Ils font la différence peut-être, et peut-être que tu peux faire le tri dans tes dépenses, peut-être, enfin, il y a énormément de choses à traquer, donc ouais, carrément, carrément. Et puis il faut pas oublier aussi que l'argent c'est aussi du mindset. Souvent, on a des croyances limitantes liées à l'argent. Bah, d'ailleurs, la preuve, toi qui as un podcast sur l'argent, la première question que tu m'as posée, c'est dans ton enfance, quel est le plus vieux souvenir que tu as concernant l'argent? Et c'est une très bonne question parce que finalement, on vit et surtout on grandit avec des croyances qui ne sont pas forcément les bonnes, dues à plein de choses, la société, l'éducation, plein de choses. Et c'est bien de travailler sur soi, d'investir sur soi, de travailler son mindset par rapport à l'argent, parce que souvent on s'auto-sabote. Enfin, moi je sais que pendant plusieurs années, je me suis clairement auto-sabotée. Dans quel sens? Dans le sens où je freinais mon évolution. Tu vois, par exemple, c'est flagrant. Donc ça fait 7 ans et demi que je suis entrepreneur, jusqu'en 2019. Donc on va dire que ça faisait 6 ans déjà. Pendant 6 ans, j'ai gagné et généré exactement la même chose. Exactement. Tous les mois, tout Ah le temps. oui. Mm. Et chaque fois où j'avais une opportunité de grandir, enfin, en tout cas, j'avais l'opportunité de faire grandir mon entreprise, eh bien, je faisais en sorte, inconsciemment, hein, bien sûr, je l'ai compris qu'après ça, mais je faisais en sorte finalement de régresser un petit peu. Donc j'avais ma norme en fait. D'accord, ouais. Et après, ta norme, elle a changé. Est-ce que tu as eu un déclic ou ça s'est passé comment? Non, en fait, j'ai pris une décision. Genre, en fait, j'ai eu besoin d'aller plus loin à un moment donné, parce que j'avais besoin de m'entourer. Voilà, j'avais besoin d'aller plus loin et j'ai pris la décision clairement d'arrêter de m'auto-saboter et de croire en ce que je veux vraiment, en ce que je suis vraiment aussi. Et après, ça s'est fait petit à petit. Comme je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup investi sur moi. Donc, le fait de se faire accompagner, ça aide beaucoup aussi, hein, bien Mm. sûr. Prendre du recul, à comprendre d'où ça vient, ces blocages-là. Et puis après, ça vient. Et puis, je suis sûre que dans 2 ans, je me dirai encore, bah, finalement, tu vois, tu as encore des croyances et tu t'en rendais pas compte. Parce que tout ça, ouais, c'est hyper inconscient. Ouais. Bah, surtout les croyances, c'est des choses qu'on découvre tous les jours. Enfin, Ouais, j'ai beaucoup travaillé sur mes croyances, mais des fois je me dis, ah tiens Laura, ça serait pas une petite croyance, ça serait pas coucou quelque la chose, croyance. des choses que tu te dis en tête pendant quelques jours, après tu te dis, mais pourquoi je me dis ça en fait? Ça sert à quoi? Ouais, D'où ça vient? ouais, Mm. Et c'est clair. quand tu vas pour transformer tes croyances, enfin, c'est des choses qui viennent clairement en tête ou tu te dis, ou c'est quand tu t'es fait accompagner, quand est-ce que tu as le plus de révélations à ce niveau-là où tu te dis, bon, bah, il y a des choses qui bloquent?
Mmh, je pense qu'au fur et à mesure que tu travailles sur toi, je sais pas, tu me diras si tu es d'accord, mais tu commences à mieux te connaître, hein, forcément, et à repérer quand c'est bullshit ce que tu te racontes ou pas. Et en l'occurrence, j'arrive maintenant à déceler ça. Et puis après, à moi de fouiller d'où ça vient. Est-ce qu'un jour quelqu'un m'a dit ça? Est-ce que j'ai une peur qui se cache derrière ça? Est-ce que j'ai peur de décevoir? Est-ce que j'ai peur de ne pas être acceptée? Est-ce que voilà, souvent il y a des peurs qui se cachent derrière ça, tout simplement. Et puis après, effectivement, pour moi, ça c'est le domaine d'un coach en développement personnel ou d'un psychologue ou peu importe, hein, mais c'est euh, c'est le domaine dans lequel je pense qu'il est important de se faire accompagner quand on a envie d'évoluer. Mm. Oui, je suis complètement d'accord. Parce que le changement, il peut venir de nous, mais il est encore, je trouve, plus important quand il vient des autres, et surtout les autres ont une vision extérieure, ils ont leur expérience, voilà, ils sont peut-être un peu plus avancés que toi. Enfin, l'objectif, j'imagine, quand on se fait accompagner, c'est d'être accompagné par des personnes qui sont là Ouais, avant nous, tu vois. ouais, Mais ça aide beaucoup. ouais, c'est clair, c'est super important. Et du coup, je suis curieuse, toi au quotidien, c'est quoi les meilleures inspirations que tu as, enfin, financières ou même plus globales, parce que le global amène le financier, mais qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? Moi, j'adore regarder, ça c'est ma passion, les interviews de sportifs de haut niveau, de politique, les débats de politique, j'adore, les chefs d'entreprise aussi, bien sûr. Donc, moi, les gens qui m'inspirent, ça va être Marc Simoncini, qui est un entrepreneur à succès juste incroyable, Xavier Niel. Après, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est sportif de haut niveau. Donc, moi, il y en a un que j'adore, c'est Tony Parker pour son mindset. D'ailleurs, il y a Ok. un document qui est sorti sur lui sur Netflix, j'ai adoré. Enfin, voilà, en fait, je m'inspire pas que de personnes qui font ce que je fais. Justement, au contraire, je trouve que ça, c'est un petit peu Mm. dangereux. Même s'ils le font mieux que moi, ou même s'ils le font depuis plus longtemps, ça, c'est un peu. Je regarde, hein, bien sûr, et parfois ça m'inspire et c'est génial, mais je pense qu'il faut savoir s'inspirer aussi de choses qui sont différentes, mais qui vont quand même t'élever, t'inspirer et te permettre de te débarrasser de certaines croyances limitantes. Parce que quand on écoute la plupart des histoires de personnes qui sont arrivées à des niveaux extrêmement hauts dans leur domaine, ben on se rend compte que souvent ils partent de zéro, ils partent même peut-être de plus loin que toi à la base. Et c'est ça qui est inspirant, c'est ça qui te donne Mm. envie de te lever le matin et de le faire toi aussi. Mm. Ouais. Je suis complètement d'accord. J'aime beaucoup écouter d'autres personnes. En plus, quand on est toujours dans le même milieu, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que on se crée tous un petit microcosme en fait, et que là, quand on va sur d'autres choses, ça nous aide à avoir d'autres idées, à voir plus grand parfois, à, à voir de nouvelles choses en fait. Exactement. Mm. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller aux personnes qui écoutent le podcast et qui a changé peut-être ta vision par rapport à l'argent ou à d'autres choses? Ouais, moi, bon, je vais parler du livre d'Absatoussi. C'est mon ami et j'ai Ok. adoré son livre aussi. Absatoussi, c'est une entrepreneure française qui a sorti un livre qui s'appelle Partie de rien et je l'avais beaucoup, beaucoup aimé. Elle raconte son histoire, de où elle part, comment elle a fait pour créer sa première entreprise. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'elle parle aussi de ses échecs, donc de choses qu'elle n'a pas réussi. Et ça, c'est cool aussi de lire l'histoire des échecs de personnes qui nous inspirent. Tu vois, et qu'on pense parfait. Ouais. Ouais, ça nous permet de déculpabiliser, de se dire que quand on n'arrive pas forcément à quelque chose, on Ouais, peut, on peut y arriver et que tout le monde est passé par là. mm, Mm. c'est clair. C'est incroyable. Du coup, j'ai noté le nom de son livre parce que je savais pas qu'elle avait écrit un livre. Moi, Absatoussi, je l'ai découverte c'était il y a des années dans une émission sur M6, je crois, où c'était une émission où les personnes apportaient leurs projets en fait, et elle faisait partie d'un jury. Il me semble que c'était elle et Mhm. en fait, quand j'y pense, c'est les premiers moments où j'ai découvert l'entrepreneuriat, où des personnes apportaient des projets et Ah ouais? voilà, ils avaient développé ça chacun de leur côté, ils avaient mis des milliers d'euros dedans et en fait, j'ai trouvé ça trop génial.
Et c'est une émission qui date pas mal. Moi, je l'avais pas vue, celle-ci. Et je trouve que le concept est génial. Donc, je fais pas encore de production télévisuelle, mais je trouve que ce serait une bonne idée de lancer ce genre d'émission. Ouais, il faudrait le faire. Ou peut-être en podcast. Bientôt, prochain podcast. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, franchement, je trouve que l'idée, elle est super bonne. Ouais, non, franchement, c'était vraiment un concept génial. Ok, alors on arrive vers la fin du podcast. Et je voulais te poser une question qui est un peu plus, un peu moins concrète. Tu as fait dans ton membership un Money Bootcamp et tu parles un petit peu de la vision spirituelle par rapport à l'argent. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup parce que je pense qu'on doit tous avoir un côté spirituel par rapport à ce que l'on veut, etc. Pour toi, pourquoi est-ce qu'on doit avoir cette vision spirituelle et dans quelle mesure elle agit dans notre quotidien? Ouais. Alors, tout à l'heure, tu me posais la question. La fille qui va répondre aux questions en décalé, on va jamais en finir, mais parce que ça va faire le lien avec ce que je vais Dis-moi, te dis-moi. dire là, tu vas voir. Donc en fait, tu me disais, pour toi, c'est quoi l'erreur que font la plupart des gens, des entrepreneurs par exemple, au niveau de l'argent? Et il y a une erreur aussi qu'on fait en tant qu'entrepreneur, et je me mets dedans encore une fois, parce qu'on fait tous ces erreurs-là, c'est de penser qu'il y a une raison externe à un échec ou à un problème qu'on rencontre, parce qu'il faut savoir que quand on entreprend, des problèmes, on en a tout le temps. Et en fait, même moi, hein, quand j'ai commencé les premières années, à chaque fois qu'il m'arrivait un truc, je me disais, j'ai pas eu de chance, ou c'était pas le moment pour moi, ou un tel a voulu me nuire, et en fait, j'étais constamment en train de chercher des excuses externes à ce qui m'arrivait pour me déculpabiliser, pour rester dans ma zone de confort. Et petit à petit, finalement, j'ai compris que on a toujours une responsabilité dans chaque chose finalement qui nous arrive, chaque chose qu'on crée. Alors bien évidemment, il y a des événements qui sont dramatiques et qu'on ne choisit pas, nous sommes bien d'accord, mais par contre, en revanche, ce qu'on va choisir, ce qu'on va maîtriser, c'est la façon dont on va réagir à ces événements. Et dans l'entrepreneuriat, ce qui compte, c'est pas de vivre des problèmes ou c'est pas d'avoir des difficultés. Ce qui compte, c'est qu'après chacune de ces difficultés, chacune de ces problématiques, on va réussir à rebondir le plus rapidement possible. Et ce qui va faire finalement qu'on va avancer plus rapidement que d'autres personnes, c'est notre faculté à rebondir plus vite. Et j'ai trouvé ça, moi, dans la spiritualité, justement. Alors, je suis pas du tout une experte du sujet. Moi, je me cherche aussi beaucoup dans ce sujet-là, mais effectivement, c'est quelque chose que je voulais partager avec les membres de ma formation, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé d'aller chercher dans la spiritualité, justement, comment je peux être une personne responsable tous les jours, et comment je peux être actrice de ma vie, auteur de ma vie, et faire en sorte de créer l'entreprise qui m'inspire vraiment. Donc je trouve qu'il y a un lien vraiment direct entre la spiritualité et nos résultats dans l'entrepreneuriat et dans notre vie en général. Mm. Ok, merci. Je suis complètement d'accord. Enfin, je ne peux que... Ouais, Ouais. je me doute. Euh, c'est quoi pour toi la meilleure décision financière que tu as prise? Hmm. Euh, hmm. Hmm. J'allais dire le fait de maîtriser mes chiffres, mais il y a aussi le fait d'investir. Parce que rien ne revient sans que tu lances le boomerang. Enfin, non, attends, je vais le refaire. Le boomerang ne revient jamais si tu ne le lances pas. Mm. Et de la même manière, tu ne peux rien faire fructifier si toi-même tu n'apportes rien. Et plus tu donnes, plus tu reçois. Comme ça, voilà, je t'ai balancé Il y a tout. toutes les, Faut que je note les tout, tout, phrases tout. toutes dites. Exactement, mais en fait c'est tellement vrai. Donc ouais, je dirais plutôt l'investissement, investir sur moi, investir dans des outils, investir dans des collaborateurs, investir quoi. Mm. Ok, c'est bien noté. Euh, j'ai deux dernières questions pour toi. Ok. La première, c'est quoi pour toi mettre l'argent au service de ses ambitions? Donc, je pense qu'on y a déjà bien répondu. Ouais. Je vais répéter ce que je viens de dire et pour moi, mettre l'argent au service de ses ambitions, c'est ok, bah, quelle personne tu es? Est-ce que tu Mm. es la personne qui justement ne va pas faire, ne
ne va pas faire évoluer ses compétences, ne va pas faire évoluer sa personne? Est-ce que tu es cette personne qui reste cloîtrée chez toi sans développer ton réseau, sans parler à d'autres gens, ou est-ce que tu es cette personne qui a envie justement de créer un impact, de bouger, d'aller voir les gens, etc. Tu sais, finalement, c'est un peu le danger du web aussi, c'est de se penser chef d'entreprise, mais en restant un peu bah, voilà, derrière son bureau, dans sa chambre, parce que c'est la petite zone de confort, etc. Alors, je dis pas qu'il faut voyager absolument, de toute façon, en ce moment, on peut pas, mais au moins aller vers les gens, aller vers les autres. La dernière fois, j'ai une entrepreneur qui m'a dit, je comprends pas, sur Instagram, j'ai pas plus d'abonnés, je poste tous les jours, je fais tout ce qu'il faut, et ça se développe pas. Et je lui dis, mais est-ce que tu as des échanges avec des gens sur Instagram? Est-ce que toi-même, tu vas publier tu vas commenter des publications? Est-ce que tu vas répondre aux stories de personnes qui t'inspirent? Est-ce que toi-même, tu es actrice, en fait, tu es dans l'action, justement? Ou est-ce que tu es passive et tu attends que ça se passe? Elle me dit, bon, bah, c'est vrai que finalement, vu comme ça, je le fais pas, etc. Mais je lui dis, bah, c'est ça, en fait, tu peux pas être successful comme elle a envie d'être sur Instagram si toi-même, t'es pas actrice et utilisatrice d'Instagram. Donc, ouais, être la personne que tu as envie d'être, c'est investir dans ça, justement, et ne pas... l'argent, c'est quelque chose qui doit circuler, donc ne pas être passive et ne pas penser que le moindre centime t'est dû, en fait. C'est quelque chose qui doit respirer, qui doit bouger, qui doit circuler. Ok. Merci pour ton partage. C'est vraiment super intéressant. Et puis voilà, c'est ton expérience. Donc c'est d'autant plus puissant, je trouve, et formateur, je dirais. Ma dernière question, ça serait qui est-ce que tu aurais aimé voir dans le podcast du coup de Madame Fauché pour parler de la thématique de l'argent autour de l'entrepreneuriat ou de sa vie quotidienne? Moi, j'aimerais bien voir des talks à plusieurs, des tables rondes, tu vois, ce genre de choses, Ok. parce que je trouve ça super déjà ce que tu fais, le fait d'entendre les retours d'expérience de chacune, ça c'est top, mais le fait d'avoir des débats, des échanges, des discussions autour de l'argent, ça pourrait être génial, donc je t'encourage, ce serait trop bien en tout cas, tu me ferais plaisir si tu le faisais. Ok, bah je le note et merci pour l'idée, c'est super intéressant. Franchement, Ce serait trop bien. j'avais pas pensé à ça, mais ça peut être vraiment bien. En plus, alors peut-être pas, enfin peut-être sur le podcast de Madame Fauché, mais il y a aussi une nouvelle application, enfin que j'ai découverte il y a quelques temps grâce à Quincy, Ok, qui est Clubhouse. ok. Et sur Oui, Clubhouse, tu connais? bien sûr. Alors le problème aussi, avec Clubhouse, c'est que il n'y a pas de replay. Ah Et ça, oui. c'est super chiant. Alors, c'est trop Ah bien, moi ouais. j'adore Clubhouse. Mais il n'y a pas de replay, tu vois, c'est dommage. Bon, après, je crois qu'il y a des petits hacks pour enregistrer et pour le mettre ensuite sur un podcast. Il faudrait que Mm. tu te renseignes là-dessus. Je vais faire mon petit travail de mon côté et De recherche. je te dirai ça quand ça sera fait. Parce que franchement, c'est une super idée. Je pense que ça peut être intéressant de faire. Ah ouais, trop cool. Ce serait trop bien. Super. Bah, merci à toi, Laura. Vraiment, c'était un plaisir de discuter avec toi sur cette thématique-là. Et merci pour ta générosité, ta transparence aussi, parce que voilà, c'est pas, je trouve que c'est pas forcément l'exercice le plus facile de parler d'argent, et c'est surtout un truc un peu Mm, plus intime, tu vois. mm, Donc c'est vrai. merci pour ça. Eh ben, merci à toi, c'était un vrai plaisir d'échanger. Bravo pour ton podcast. Et Merci puis, ouais, beaucoup. encore merci du coup pour cet échange. Merci Laura. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu. Je souhaite encore remercier Laura de s'être prêtée au jeu et d'avoir partagé son expérience avec tant de transparence. J'en profite aussi pour vous dire que si vous souhaitez rejoindre son membership dans lequel je me forme actuellement, vous pourrez retrouver mon lien d'affiliation en description. On aura, je pense, l'occasion d'en reparler. Et si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à partager cet épisode autant que possible pour que toutes ces personnes qui ont peur de quitter un emploi qui ne leur convienne plus trouvent enfin la force de le faire pour suivre leurs rêves. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve dimanche pour un nouvel épisode du podcast de Madame Fauché. Et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao ciao.